Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un sujet absolument central en biologie et en recherche biomédicale. Comment étudier en fait la production des cellules du sang humain. Et donc aujourd'hui, nous allons explorer comment il est possible de recréer et d'interroger la moelle osseuse humaine grâce à des modèles expérimentaux qui sont de plus en plus sophistiqués qui vont de systèmes en coculture in vitro jusqu'au modèle in vivo humanisé, comme on le verra. Donc, ces approches permettent de décrypter évidemment l'hématopoïétèse multilignée, mais aussi de mieux en mieux comprendre en fait ce qui dérègle en fait ces maladies hématologiques ou immunitaires. Donc, pour nous guider dans cet univers fascinant, hein, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui un duo de choc du CEA. Donc, il y a tout d'abord Laurent Renou, qui est chercheur au CEA, spécialiste du développement hématopoïétique humain, normal et pathologique. Il travaille notamment sur les leucémies aiguës et sur les interactions entre les cellules leucémiques et leur micro-environnement médulaire. Il a contribué au développement et à l'optimisation du modèle de niche médulaire humanisé, appelé ossicule, qu'ils vont aujourd'hui nous présenter et qui est largement utilisé pour étudier l'hématopoïèse humaine dans des conditions proches de la physiologie. Et puis d'autre part, c'est un plaisir aussi d'accueillir Julien Calvo, également chercheur au CEA. Il a développé des modèles originaux de coculture capables de révéler l'ensemble des lignéages hématopoïétiques humains à l'échelle unicellulaire. Ses travaux portent aujourd'hui sur des types de leucémie aiguë lymphoblastique de type T, et B, et un focus particulier sur le rôle du tissu adipeux médulaire dans la résistance au traitement et évidemment des recherches qui ouvrent des pistes thérapeutiques très prometteuses. Donc aujourd'hui, vont présenter ensemble et nous montrer comment ces modèles, de plus en plus contrôlés in vitro et plus intégrés in vivo, permettent de mieux comprendre la biologie des cellules sanguines humaines et d'aborder autrement l'étude des hémopathies. Donc, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci Marc pour cette introduction très flatteuse. Merci beaucoup. Merci au FC3R de nous permettre de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, comme Marc vous l'a dit, moi je suis Julien Calvo et on va faire cette présentation à quatre mains ou à deux voix avec Laurent Renou, ici présent. Donc, nous sommes tous les deux chercheurs CEA dans le laboratoire d'études de la niche du cancer des radiations dans l'hématopoïèse, dirigé par le docteur Françoise Flumio au CEA de Fontenay-aux-Roses. Alors, l'hématopoïèse, c'est quoi? C'est une giga-usine capable de renouveler 440 milliards de cellules sanguines quotidiennement. Et l'hématopoïèse est représentée sous cette forme-là, dans un schéma d'arbre hématopoïétique. Alors, on va parler d'un arbre hématopoïétique inversé pour faire le lien avec l'hématopoïèse. Au sommet de l'hématopoïèse, vous avez la cellule souche hématopoïétique, qui est dotée d'une capacité d'auto-renouvellement. C'est la seule au sein de l'hématopoïèse qui est dotée de cette capacité et d'une différenciation multilinéage, donc capable de générer l'ensemble des éléments figurés du sang. On pourrait la comparer au système racinaire des arbres. Et ces cellules hématopoïétiques, cellules souches pardon, hématopoïétiques, vont générer en réponse à différents stimuli, et de façon classique dans l'hématopoïèse, des progéniteurs multipotents dotés d'une plus forte capacité de prolifération que les cellules souches hématopoïétiques. Ces progéniteurs multipotents vont également répondre à leur environnement pour générer d'autres progéniteurs qui vont commencer à s'engager au sein de la différenciation hématopoïétique, qui eux-mêmes, en réponse à d'autres stimuli, vont générer des précurseurs qui sont les intermédiaires avec les cellules matures du sang, à savoir les plaquettes, les globules rouges, les cellules myéloïdes dans lesquelles nous allons retrouver les monocytes, les neutrophiles, etc., et les cellules lymphoïdes que vous connaissez tous à travers les lymphocytes T et lymphocytes B, qui pourraient correspondre du coup au feuillage de l'arbre, d'un arbre. Alors c'est encore plus complexe que le schéma que je vous ai présenté juste avant. L'hématopoïèse est retrouvée au sein d'un environnement médulaire, au sein des cavités osseuses. Alors chez l'homme, les cavités osseuses se retrouvent à la fois dans les os longs et les os plats. Donc c'est les espaces disponibles à l'intérieur des os. Et en fait, l'hématopoïèse, les cellules hématopoïétiques vont constamment interagir avec ce micro-environnement osseux
Donc elles vont interagir à la fois de façon moléculaire et cellulaire, avec différents composants, à savoir des cellules stromales, des cellules nerveuses, des cellules endothéliales, des adipocytes, des ostéoblastes qui constituent l'os, etc. Donc tout ceci est dynamique et tout ceci permet d'assurer une homéostasie de l'hématopoïèse tout au long de la vie. Où retrouve-t-on les cellules hématopoïétiques? Donc comme je vous l'ai dit, les cellules matures sont retrouvées dans le sang périphérique chez l'individu. On la retrouve donc également dans la moelle osseuse, puisque comme je l'ai évoqué, elle est générée au sein de la moelle osseuse. Alors la quasi-totalité de l'hématopoïèse est générée dans la moelle osseuse, à l'exception d'une lignée hématopoïétique, à savoir les lymphocytes T. En effet, des progéniteurs de la moelle osseuse, engagés vers une orientation lymphocytaire, vont sortir de la moelle osseuse et coloniser le thymus, qui est un autre organe du coup, du développement hématopoïétique, et qui, au sein de ce thymus, vont se spécifier vers une orientation de lymphocytes T. Et donc, c'est au sein du thymus qu'on arrive à produire les lymphocytes T matures, à savoir les CD4, les CD8, qu'on connaît couramment lors d'une analyse de prise de sang. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation de nombreux outils, dont certains que je vais vous présenter juste après, on a de plus en plus spécifié le rôle de chaque compartiment cellulaire de l'hématopoïèse. On a aussi de plus en plus spécifié les marqueurs qui définissent tous les compartiments de l'hématopoïèse. À savoir que je vous présente un schéma avec énormément de flèches. Je tiens à dire que je l'ai simplifié. Aujourd'hui, voilà, l'ensemble hématopoïétique est encore plus complexe que ce que je vous présente ici, avec des capacités de différenciation transversales, etc. Toujours est-il que par l'utilisation de nos modèles, aujourd'hui, on connaît les marqueurs de surface spécifiques à un contingent de chaque population cellulaire. Et donc, je ne vais pas vous présenter l'ensemble, mais juste attirer votre attention sur un marqueur qu'on va couramment présenter dans cette présentation avec Laurent, le CD34, qui, lorsqu'il est exprimé, correspond à cet ensemble-là de cellules sous-hématopoïétiques, de progéniteurs, et certains précurseurs vont exprimer à leur surface le CD34, alors que les cellules matures ne l'expriment plus. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir sélectionner à travers l'expression du CD34 et purifier ces cellules souches, progéniteurs et précurseurs via le CD34+. Je vous mentionne également d'autres marqueurs de cellules terminales, des éléments figurés du sang. Donc ici, la glycophorine A, ou GPA, qui est positive, exprimée à la surface des globules rouges. Je vous le présente parce que Laurent va probablement l'évoquer dans sa présentation. Les cellules monocytes expriment le CD14 à leur surface, ce sont les seuls à l'exprimer. Les neutrophiles, le CD15. Les lymphocytes T, je vais en parler à plusieurs reprises, ils expriment le CD5, le CD7, le CD3, mais également le 4 et le 8, comme je l'ai évoqué juste avant. Les NK expriment le CD56 à leur surface, et les lymphocytes B, le CD19. Alors, pour analyser l'hématopoïèse, on a différents tests au laboratoire qu'on utilise. On va avoir des tests prospectifs. Donc là, vous mettez des cellules hématopoïétiques dans des systèmes de culture et puis vous analysez le devenir de ces cellules. Mais il y a d'autres tests qui sont présentés ici. Ce sont des tests d'analyse rétrospective où, en fait, vous mettez vos cellules hématopoïétiques, vos progéniteurs hématopoïétiques dans ces systèmes de culture et vous obtenez parfois des colonies. Et en fait, ces colonies vous rendent compte de la quantité de progéniteurs que vous aviez initialement dans votre soupe cellulaire que vous avez mis en culture sur ces systèmes de in vitro. Donc, pour être un peu plus précis, en voici l'exemple. Donc, ce premier test est un test nommé CFC, pour colonie formine C à l'essai. Et ici, vous allez adresser la question de la présence de progéniteurs ou précurseurs. Vous vous souvenez de l'arbre hématopoïétique, donc ce sont ceux qui arrivent juste avant les éléments figurés du sang. Donc, on dit alors qu'ils sont des progéniteurs engagés ou précurseurs. Donc, comme je vous l'ai dit, au laboratoire, on sélectionne les cellules qui sont CD34+, alors de différentes sources. Nous, habituellement, on les isole de sang de cordon ombilical. Et on peut les mettre, donc vous pouvez les pré-incuber avec une drogue A ou B. Puis à l'issue de cette pré-incubation, vous les mettez dans ce système de culture type CFC, donc, dans un milieu semi-solide.
Et à l'issue de 14 jours, milieu dans lequel il y a des facteurs de croissance, vous allez obtenir ce type de résultat, à savoir des colonies. Et en fait, chaque colonie correspond ni plus ni moins à une cellule, parce qu'initialement, vous avez mis vos cellules à une dose qui est bien connue, 300 cellules par boîte par exemple, et vous obtenez une colonie, et la colonie permet de vous dire que vous aviez une cellule initialement capable de générer cette colonie. C'est un test clonogénique. Mais autre information, chaque colonie diffère. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des colonies nommées CFUE, d'autres colonies nommées BFUE. Ces deux colonies-là sont des colonies type rouge. Donc, lorsque vous obtenez cette colonie-là, pour être plus précis, au bout des 14 jours, cela veut dire que initialement, dans votre soupe cellulaire, vous aviez un progéniteur capable de générer une colonie de type rouge, donc un progéniteur plutôt orienté érythroïde. Vous avez également d'autres colonies que l'on peut visualiser, les CFUG, les CFUM, G pour granulocyte, M pour monocyte. Donc de la même façon, si vous obtenez cette colonie-là, initialement dans votre soupe de culture, vous aviez un progéniteur capable de donner un granulocyte et parallèlement un progéniteur capable de donner un monocyte. Et enfin, vous avez un dernier type de colonie, des CFU-GM ou GEMM. Et là, en fait, c'est un mix de cellules. Et donc, ces colonies-là rendent compte d'un progéniteur un peu plus immature que les colonies précédentes, donc un progéniteur qui serait commun aux granulocytes et aux monocytes, etc. Donc, grâce à ce test, vous pouvez évaluer la qualité de vos progéniteurs, plutôt orienté donc, sur le lignage myéloïde. On n'a pas de colonie lymphoïde, en tout cas clairement pas de lymphocyte T. Donc voilà, il y a une spécificité de ces tests. Progéniteurs plutôt myéloïdes. Et donc là, ce sont des progéniteurs engagés ou des précurseurs. Vous pouvez combiner ce test avec d'autres tests nommés LTCIC, donc Long Term Culture Initiating Cells. Et donc là, vous pouvez adresser, grâce à ce test, des compartiments de progéniteurs plus immatures jusqu'à même la cellule souche hématopoïétique. Donc pour ce faire, vous prenez des cellules hématopoïétiques. À nouveau, nous, on les sélectionne sur le marqueur CD34 pour avoir cet ensemble de souches progéniteurs précurseurs issus de sang de cordon, mais là encore une fois, vous pouvez prendre autre chose, que vous incubez sur des cellules stromales adhérentes, d'accord, dans un milieu spécifique. Et en fait, vous ensemencez vos cellules hématopoïétiques comment dire, en dose limite, donc 300 cellules jusqu'à 5 cellules, voire moins, ça dépend voilà, des laboratoires. Toujours est-il que vous effectuez une dilution en dose limite, vous attendez 5 semaines dans un milieu de culture spécifique, et à l'issue des 5 semaines, vous allez avoir des puits qui seront positifs, dans lesquels il y aura eu de la prolifération, et des puits négatifs. Et grâce à cette information-là, vous pouvez calculer une fréquence de cellules capables d'initier à long terme, 5 semaines, c'est des puits positifs, et donc ça rend compte de progéniteurs qui vont être situés plus en amont. Vous pouvez associer ce test de dilution limite pendant 5 semaines à 2 semaines de culture en test CFC, donc celui que je vous ai présenté précédemment. Et en fait, grâce à ce test-là, vous pouvez du coup également avoir une information supplémentaire pour rendre compte de la qualité du progéniteur que vous aviez en amont. Donc, pour faire simple, le CFC, le progéniteur précoce, progéniteur engagé et précurseur, et le test LTCIC va rendre compte du coup des progéniteurs qui sont situés un peu plus en amont, au plus proche des cellules souches hématopoïétiques. Donc, tout ceci est un modèle in vitro. Mais comme je vous l'ai dit, ces modèles-là ne permettent pas de rendre compte de la différenciation lymphocytaire T. Donc, si au cours de votre projet, vous souhaitez évaluer la différenciation lymphocytaire T, il va falloir vous orienter vers d'autres types de tests et de modèles utilisés au laboratoire. Donc, le premier que je vous présente a été publié en 1994. Et là, il fait intervenir donc vos cellules hématopoïétiques que vous mettez au contact de lobes thymiques extraits d'embryons de souris immunodéficientes. Donc vous voyez, ce test est un peu plus lourd, nettement plus lourd que le précédent, puisque ça vous oblige d'avoir dans vos laboratoires accès à des embryons de souris immunodéficientes. Une fois que vous avez récupéré ces lobes thymiques, vous les incubez avec vos cellules hématopoïétiques dans des plaques de Terasaki en gouttes suspendues. Et en fait, au bout d'un certain temps, vos progéniteurs, vos cellules hématopoïétiques humaines, vont infiltrer les lobes thymiques de la souris. Une fois qu'ils ont infiltré ces lobes thymiques, vous les mettez sur des membranes positionnées sur du milieu permettant une culture de 4 à 8 semaines.
Et là, vous allez évaluer la différenciation lymphocytaire T, puisque comme je vous l'ai dit, c'est dans le thymus qu'a lieu la différenciation lymphocytaire T. Et donc, à l'issue de ces 4 semaines, vous obtenez ce type de résultat évalué en cytométrie en flux. Donc, pour le comprendre, je me dois de vous le définir. La différenciation lymphocytaire T passe par l'acquisition du CD4 à la surface par des progéniteurs lymphocytaires T. Puis, une fois que le CD4 est acquis à la surface de ces cellules, elles vont obtenir un marquage CD18, elles vont acquérir le CD8 à la surface. Et donc, on arrive à un stade où vous avez des cellules CD4 positives, CD8 positives, ici donc double positive. Comme vous pouvez le voir, cette image obtenue à J21 évolue en nombre, mais pas forcément beaucoup plus en termes de profil. Donc voilà, de jour 21 à jour 35, vous enrichissez ces deux compartiments et voilà tout. À ça est ajouté l'acquisition d'un autre marqueur couramment utilisé au laboratoire, le CD3 de surface, qui rend compte d'une forme de maturité des lymphocytes T. Donc ce que je souhaite dire par là, c'est que grâce à ce test, donc ex vivo, de modèle 3D, nous arrivons à produire dans les laboratoires des lymphocytes T CD4 positifs et CD4 CD8 positifs, CD3 positifs, donc des lymphocytes T quasi matures. Comme je vous l'ai dit, chez nous, chez l'individu, les lymphocytes T, après cette étape double positive, vont soit perdre le 4, soit perdre le 8 pour devenir des lymphocytes T matures simple positif 4 ou simple positif 8. C'est ce que l'on obtient lorsque l'on fait une analyse sanguine. Donc là, on est sur une situation quasi mature. Et puisque je vous parle de différenciation lymphocytaire T, je suis obligé de vous parler et de vous introduire la voie Notch. Vous verrez pourquoi dans la diapositive suivante. Donc la voie Notch est essentielle à l'engagement de la différenciation lymphocytaire T. Notch est un récepteur transmembranaire présent à la surface de certains progéniteurs hématopoïétiques et va interagir avec des ligands présents à la surface de cellules endothéliales. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai mimé, c'est les cellules endothéliales du cortex thymique. Par cette interaction ligand-récepteur, il va y avoir des changements de conformation, libérant successivement des sites de clivage. Et en bout de course, dès lors qu'il y a eu cette interaction, vous allez cliver la partie intracellulaire de Notch, et celui-ci, une fois libéré, sera considéré comme un Notch intracellulaire. Il va jouer un rôle de facteur de transcription, permettant la transcription de gènes cibles qui sont importants dans l'engagement de la différenciation lymphocytaire T. Donc, du coup, vous comprenez bien que la voie Notch est essentielle pour pouvoir orienter vos progéniteurs vers l'engagement lymphocytaire T. Donc, je vous parle de Notch parce que nous avons développé, j'arriverai après, mais au laboratoire, avant mon arrivée, a été développé des cellules stromales murines à qui on a fait exprimer à la surface le fameux ligand que j'ai évoqué juste avant, un ligand de Notch nommé delta-LAC1 humain, d'accord, à la surface du stroma murin. Vous mettez vos cellules en plaque 24 puits ou 48, comme vous voulez. Vous incubez sur ce stroma adhérent vos cellules hématopoïétiques. Et là, au bout de 6 semaines, dans un milieu spécifique, avec des cytokines spécifiques, vous arrivez à obtenir, alors je vous passe le schéma de cytométrie qu'on met en place au laboratoire, mais vous arrivez à obtenir des cellules lymphocytaires T. Et le résultat que vous voyez ici vous rappelle les résultats précédents avec les FTOC. Nos cellules lymphocytaires T qu'on obtient avec ce modèle sont CD4 positives, CD4, CD8 positives, et ici, par l'ajout du marquage du CD3, avec une visualisation par intensité de couleur ou par variation de couleur, on arrive à voir que certaines d'entre elles sont CD3 positives. Donc on arrive quasiment à la même situation que ce que l'on obtenait avec des FTOC, donc un remplacement du coup parfait des FTOC par ce modèle de culture in vitro en 2D, ne nécessitant pas l'utilisation de souris. Donc ça, c'était environ dans les années 2010, et puis tout ça a évolué, et donc aujourd'hui a été mis en place, pas par notre laboratoire, par d'autres laboratoires, des organoïdes de thymus, là aussi dans l'idée de mimer encore plus une architecture 3D. Donc nous, on est en 2D, là on passe en 3D, organoïdes de thymus artificiels. Et donc en fait, c'est exactement le même principe, vous prenez vos cellules hématopoïétiques, 34+ dans cet exemple, vous les incubez avec vos cellules MS5 exprimant le DL1 humain à la surface. Vous effectuez une centrifugation pour obtenir un culot cellulaire qui est posé sur une membrane et cultivé pendant 6 à 12 semaines à nouveau dans un milieu spécifique.
Voici les résultats obtenus en cytométrie en flux. Ça vous rappelle tous les résultats que je vous ai présentés jusqu'à présent, à savoir des cellules CD4, CD8 positives, exprimant le CD3 et le TCR à la surface. Donc là, on arrive à quelque chose d'un tout petit peu plus mature que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc voilà, de façon graduelle, vous allez avoir le FTOC, les MS5DL1, et puis ce système d'ATO qui semble être aussi très pertinent pour évaluer la différenciation lymphocytaire T in vitro. Et maintenant, je vous ai parlé d'été, je vais vous parler d'une autre différenciation, et donc un peu sur la base de ce qui a été fait et ce que je viens de vous présenter dans le modèle de ATO, donc mimant du moins un organoïde thymique, des collègues à Saint-Louis, donc Valéria Bizio et Nicolas Dulphy, ont mis en place un organoïde de moelle osseuse, hein, et pour ce faire, donc, ils récupèrent des cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse. Et donc, vous vous souvenez, en tout début d'introduction, je vous ai dit que l'hématopoïèse était située dans la moelle osseuse et interagissait avec des cellules stromales. Et bien, ce sont ces cellules stromales dont je parle ici. Elles sont utilisées et mises au contact de cellules hématopoïétiques dans un support qui n'adhère pas, de manière à obtenir ce type de colonie, ce type de structure 3D. Et en fait, là aussi, dans un milieu spécifique d'orientation vers la voie de différenciation DNK, ils ont réussi, en publiant ces travaux tout dernièrement en 2025, ils ont réussi à montrer qu'ils arrivent à obtenir, grâce à ce modèle, une différenciation NK terminale, reproduisant tout ce que l'on est capable d'avoir de NK dans la circulation sanguine. Et là, je vais vous parler donc je remonte, je fais un saut dans le temps, je remonte un peu en arrière. En 2012, j'ai développé un modèle dans le laboratoire de Françoise, sur la base de ce que je vous ai présenté, à savoir les MS5DL1. Donc on s'est dit que, et c'est connu, pardon, lorsque vous activez la voie Notch, vous orientez la différenciation vers les lymphocytes T, mais parce que vous orientez à travers ce signal la différenciation vers les lymphocytes T, vous ne pouvez pas faire de B et de différenciation lymphocytaire B, pardon, et de cellules myéloïdes, parce que le signal antagonise tout à fait les autres signaux des autres différenciations. Donc on s'est dit qu'on allait mettre en place un modèle de MS5 sur lequel le DL1 serait exprimé de façon inductible à la doxycycline à sa surface. Donc sans doxycycline, vous n'avez pas de DL1 à la surface des MS5, avec doxycycline, vous en avez. Donc on incube nos cellules hématopoïétiques sur du MS5 DL1 inductible sans doxycycline, et là vous voyez dans des milieux spécifiques qu'on analyse la moitié du puits, on décolle le puits, on analyse la moitié du puits, et là vous voyez, par de la cytométrie en flux ou récapitulé en histogramme, vous voyez qu'on est capable d'obtenir des lymphocytes B, des cellules myéloïdes, des cellules érythroïdes, et qu'en fait ce modèle est totalement comparable aux standards utilisés dans les laboratoires, à savoir des MS5, qui, elles, n'expriment absolument pas de DL1 à leur surface, ou en tout cas même de façon conditionnelle, des MS5 naïves. Donc on arrive à obtenir exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans le même puits, vous avez décollé la moitié du puits, puis vous attendez que le puits resédimente et que les cellules réadhèrent. Et là, vous induisez l'expression de DL1 grâce à la doxycycline. Et donc, dans le même puits, vous arrivez, puisque vous venez en deuxième intention avec la doxycycline, révéler la différenciation lymphocytaire T. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une différenciation qui ressemble exactement à tout ce que je vous ai montré, des cellules CD4+, CD8+, avec une faible expression du CD3. Donc, on retrouve ce qu'on est capable de générer par les modèles standards à travers mon modèle inductible. Donc je l'ai publié en 2012, mais il a été repris par des collaborateurs en Angleterre en 2018 pour l'utiliser pour encore plus déchiffrer l'arbre hématopoïétique. Là, je vous avais fait simple en termes de progéniteurs, mais il y a plein de progéniteurs. Et là, ces travaux-là ont déchiffré un progéniteur en utilisant mon modèle de MS5DL1 inductible. Alors là, je vais vous parler des travaux qui ne sont pas faits chez nous, mais développés dans d'autres laboratoires. En l'occurrence, je pense ici au laboratoire de Paul Bourgine. Donc, il s'agit d'organoïdes faits dans des bioréacteurs, donc de nouveau un modèle 3D. Alors là, pour ce faire, ce laboratoire utilise des éponges d'hydroxyapatite. Ils y implantent des cellules souches mésenchymateuses, d'accord, du stroma. Et puis pendant 3 semaines, ils induisent une différenciation ostéoblastique. Vous avez un os qui se constitue au sein de ces éponges.
Et à l'issue de cette orientation, ils ajoutent les CD34+, les cellules sélectionnées CD34+, pardon, et donc les cellules vont aller migrer et s'insérer au sein de ces éponges et au sein de ces mini-os générés dans ces bioréacteurs. Là, la question va être plutôt d'aller regarder des localisations. Et donc là, je vous ai mis une image du papier où on est capable de voir comment se localisent des cellules hématopoïétiques au sein de ce réseau de cellules stromales orientées vers une orientation ostéoblastique, pardon. Et enfin, le dernier point, pareil, utilisé, mais que nous n'utilisons pas au laboratoire, mais qui a été utilisé, si je ne dis pas de bêtises, par Manuel Théry au CEA de Grenoble. Donc, il s'agit de la moelle osseuse on-chip. Donc, comme des organes on-chip, hein, donc il s'agit là de créer une moelle osseuse, de cavité osseuse. Vous avez des espaces, hein, différents espaces, et puis après, des endroits où vous pouvez y loger du milieu que vous pouvez faire passer de façon dynamique dans vos espaces. Et en fait, ce qu'ils ont fait ici dans cette étude, ils ont fait un premier espace où ils ont logé des cellules endostéales pour mimer de l'os, un second espace avec des cellules endothéliales et périvasculaires pour mimer un réseau vasculaire. Et puis après, ils y ont inséré les cellules hématopoïétiques. Donc, ils obtiennent de l'os, ils obtiennent des vaisseaux, ni plus ni moins ce qu'on a dans comment dire, dans la moelle osseuse, hein. Et puis derrière, en mettant des cellules hématopoïétiques, ils ont pu, grâce à ces modèles, tracer où venaient se loger les cellules hématopoïétiques, les cellules souches, pardon, et en mettant des cocktails de cytokines, permettre des orientations de différenciation. Ici, vous avez la présence de CD14. CD14, c'est pour les monocytes, comme je vous l'ai dit en introduction. Et donc, grâce à ce modèle, vous pouvez aller visualiser où vont se loger, se nicher nos cellules d'intérêt et comment elles se différencient en y ajoutant des cytokines différenciantes. Donc voilà, comme vous pouvez du coup le constater, chaque modèle a sa spécificité. Donc tout ceci était pour remplacer et compléter également les modèles de souris immunodéficientes. Donc je vous ai fait un peu un historique. Vous avez en 1988 la création de souris immunodéficientes, d'accord? Et en fait, comme vous pouvez le voir, depuis 88, ces souris n'ont de cesse que d'évoluer. Et l'idée est d'obtenir des souris qui sont de plus en plus capables de générer une hématopoïèse humaine dès lors qu'on y met des cellules souches ou progéniteurs hématopoïétiques. Vous y logez vos cellules, et puis voilà, dans un premier temps, avec ces souris-là d'intérêt, nous n'avions que ce profil-là d'hématopoïèse humaine, et plus on a avancé dans le temps et plus les souris ont été immunodéficientes et compétentes pour générer de l'hématopoïèse humaine, plus vous avez ce paysage hématopoïétique humain. Donc moi, je vais juste vous parler très rapidement de ce modèle de souris qu'on utilise au laboratoire, les NOD-SKIL, les NSG, gamma-CNEG. Et donc pour obtenir ces souris, le fond génétique initial était un souris NOD, non obèse diabétique, dans lequel il y a une déficience en complément C5, une altération de CIRP-alpha. Ces souris ont été croisées avec des souris ayant un syndrome SKID, d'accord, une mutation du PRKDC. Vous avez du coup un empêchement vous bloquez la réparation NHEJ. En bloquant la réparation NHEJ, vous ne pouvez pas effectuer de recombinaison VDJ. La recombinaison VDJ est essentielle au TCR et BCR. Et du coup, par ce biais-là, vous n'avez pas de lymphocyte T et de lymphocyte B actifs dans vos souris. Et puis ces souris, cet ensemble a été couplé à des souris négatives pour la chaîne gamma de l'IL2 récepteur, entravant la possibilité de générer des cellules NK. Donc du coup, vous arrivez à ces fameuses souris dites NSG, non obèses diabétiques, SKID, gamma-CNEG, dans lequel vous émettez des cellules hématopoïétiques humaines et vous générez une hématopoïèse humaine. C'est ce qu'on utilise couramment au laboratoire. Alors là, c'est un peu, je pense que l'idée n'est pas de tout retenir, mais c'était un peu une image de ce que je vous ai présenté. Vous avez des tests qui sont capables d'évaluer des progéniteurs érythroïdes et myéloïdes, des tests qui sont capables de générer des lymphocytes T en culture, des FTOC, etc. Mais comme vous pouvez le voir, aucun test n'est parfait pour pouvoir remplacer le modèle murin, qui, comme vous le voyez ici, est vraiment le modèle d'excellence pour évaluer l'hématopoïèse humaine, en tout cas de ce qu'on utilise au laboratoire. Alors, je vous ai dit que c'était excellent, mais malgré tout, il y a juste un point avant de céder la parole à Laurent, il y a juste un point qui est essentiel, c'est que entre la souris et l'homme, toutes les séquences ne sont pas strictement identiques. Et là, je parle de cytokines et d'interleukines qui sont essentielles pour la différenciation hématopoïétique. Certaines d'entre elles ne croisent pas entre l'homme et la souris. Et donc, forcément, nous avons des modèles qui sont pas encore parfaits. Et c'est en ça que Laurent va vous présenter ses travaux.
Bonjour à tous, je vais prendre le relais par rapport à ce que vous a présenté Julien. Moi, j'ai mis en place un modèle qui a été publié en 2016 par Andreas Reinich, qui se base sur les cellules souches mésenchymateuses, donc les MSC, qu'il mettait dans du Matrigel et qu'il implantait en sous-cutané à des souris Notskin, qui est un peu le gold standard de l'étude de l'hématopoïèse dans le monde. Donc j'ai repris son protocole et je l'ai un peu adapté et modifié. Et nous avons publié ces résultats l'année dernière dans Hemasphere. Pour obtenir des MSC, donc des cellules souches mésenchymateuses, c'est assez simple. Vous prenez une source de moelle osseuse. Dans notre cas, nous avons pris une source normale, soit fétale, soit postnatale. Les MSC, vous les isolez par adhésion sur plastique avec un milieu adapté pour elles. Et une fois que vous les obtenez, vous pouvez les isoler, les congeler et les amplifier. Quand vous en avez suffisamment assez, vous allez le mélanger du coup à l'ISA plaquettaire et à du matrigel froid ainsi que du BMP7, qui va vous former une solution que vous allez pouvoir injecter en sous-cutané à des souris immunodéficientes, qui va former un peu le prémisse de l'ossicule. Pendant 4 semaines, vous allez favoriser la différenciation en os de votre ossicule et au bout de 8 semaines, on considère que nous avons un ossicule qui est complètement viable et que je vais vous présenter après. Donc nous, après l'obtention, enfin la mise en place de ce protocole qui a demandé déjà beaucoup de travail, nous sommes posé déjà plusieurs questions. C'était quelle était la structure et la composition de l'ossicule et comment cet ossicule nous permettait de développer l'hématopoïèse humaine par rapport au gold standard qui était la NSG qui est classiquement utilisée dans le monde. Déjà la première étape a été de caractériser les MSC qu'on isolait en culture. La première chose qui nous a réconforté, c'est qu'on obtenait bien des MSC parce que peu importe la source, que ça soit fétale ou postnatale, on obtenait l'expression de marqueurs caractéristiques des MSC, le 90, le 73 et le 105 et le 44 entre autres, il y en a d'autres, mais ces 4 marqueurs nous permettent de caractériser vraiment spécifiquement les MSC. Et l'autre observation qu'on a fait, c'est que nos MSC fétales avaient une croissance plus importante que les MSC issus d'une source postnatale. Ensuite, du coup, après euthanasie des souris, 2 mois après l'implantation, de l'ossicule, vous pouvez voir une image, représentative de ces ossicules où, nous avons constaté que les ossicules qui avaient une source de provenance de MSC fœtale étaient beaucoup plus lourds que ceux qui étaient issus de MSC postnatal, mais dans les deux cas, ces ossicules avaient été capables d'accueillir des globules rouges de souris ainsi que de une hématopoïèse murine qu'on identifie avec le marqueur générique des cellules hématopoïétiques qui est le CD45. Dans ce cas-là, c'était un CD45 spécifique pour les souris. La première caractérisation qu'on a fait après de nos osselets a été une caractérisation par des colorations. Donc tout d'abord un marquage hématoxyline, éosine, safran, qui nous a permis de montrer que dans nos osselets, et ce peu importe la source des MSC, nous avions des structures osseuses, des niches hématopoïétiques, des adipocytes et également des vaisseaux sanguins, qui sont un peu les structures qu'on peut retrouver classiquement dans tous les os, que ça soit des souris et du corps humain également. Ensuite, la coloration aux safranines au face green permet de mettre en évidence le lieu de remaniement osseux et nous avons donc la formation ici en rouge des protéoglycans qui sont vraiment un des marqueurs d'une modulation osseuse qui montre que l'ossicule est une structure vivante. Pour caractériser un peu plus amplement, on a fait également un marquage grâce à l'endomucine pour marquer plus, du coup caractériser vraiment les vaisseaux sanguins de ces ossicules et on peut voir, que ces ossicules sont très fortement irrigués, bien irrigués. Donc l'ensemble de ces colorations nous montre bien que déjà l'osselet arrive à mimer, les niches d'une moelle osseuse, normale humaine. On peut regarder, sans euthanasie également la souris, l'avantage, par un marqueur qui s'appelle l'ostéosense, qui va aller marquer l'hydroxyapatite qui est relarguée lors du remodelage osseux, directement en in vivo. Donc là, on avait marqué, donc nos souris avec cet ostéosense et par tomographie, on a pu observer un signal très fort de remaniement osseux au sein de nos ossicules qui sont situés sur les flancs de nos souris, ce qui confirmait que, nos ossicules étaient bien une structure vivante. Donc après l'euthanasie de nos souris, on peut récupérer les ossicules, faire les caractérisations que je vous ai précédemment montrées, mais également on peut rebroyer cet ossicule, mettre un peu les poussières d'os en culture, et comme pour l'isolation primaire des MSC, on peut
réisoler des MSC que nous avons appelés des MSC secondaires et repartir dans le même protocole où nous les amplifions et les réinjectons, et du coup nous pouvons arriver à former des ossicules secondaires. Ces MSC secondaires ont les mêmes caractéristiques que les MSC primaires, donc expriment les 4 marqueurs que nous suivons la plupart du temps. Et les caractéristiques que nous avons pu voir, c'est que les MSC fœtaux, par contre, étaient plus petits que les ossicules fœtaux primaires, mais conservaient une différence de taille par rapport aux osselets issus des MSC postnatales secondaires. Donc en conclusion un peu de cette première partie, on a réussi à mettre en place, du coup, à standardiser un modèle d'ossicule qui mime parfaitement les niches hématopoïétiques, et ce, peu importe la source de MSC normale, que ça soit fœtale ou postnatale. On a montré que l'osselet est du coup une structure qui est dynamique et qui conserve également un potentiel souche de nos cellules souches mésenchymateuses, puisqu'on peut, entre guillemets, faire des ossicules un peu en série. Suite à l'établissement de ce modèle, du coup, la question suivante, c'est comment ce modèle permet le développement de l'hématopoïèse normale humaine que vous a présenté précédemment, Julien, dans l'introduction. Et on le compare par rapport au gold standard qui a été établi dans le monde, qui est la souris immunodéficiente NSG. Donc pour faire ceci, je vais utiliser également des CD34+ issus de son cordon ombilical. On va irradier la souris pour préparer un peu le terrain, pour faire un peu de place. Et à l'issue de 12 semaines de développement de l'hématopoïèse, on va récupérer donc les os des souris ainsi que les ossicules. La première caractérisation qu'on a fait, c'est tout simplement un immunomarquage pour aller regarder donc la présence des cellules hématopoïétiques avec le CD45 et d'autres marqueurs pour aller voir les compartiments myéloïdes, mégakaryocytes, les globules rouges, et nous avons réussi un peu à avoir quelques marquages pour des cellules souches hématopoïétiques. Afin d'approfondir un peu plus cette étude de l'hématopoïèse, on a fait une analyse par cytométrie sur 6 populations différentes. Donc la première, qui sont les érythrocytes, donc les globules rouges sanguines, qui, elles, perdent l'expression du CD45. Et dans la fraction CD45+, qui est donc l'entièreté de l'hématopoïèse humaine, on va pouvoir caractériser donc les cellules myéloïdes, comme présenté Julien à travers le marqueur CD14 et CD15, les lymphocytes B à travers le marqueur CD19, puis on va aller un peu plus dans l'immaturité en prenant l'ensemble des progéniteurs qui expriment le CD34, puis plutôt les progéniteurs souches avec le 34+, qui est 38 neg, et enfin le bulk des cellules souches hématopoïétiques qui expriment le CD90. Donc les premiers résultats, un peu plus sur les cellules matures que je vais vous présenter, ont montré qu'on a un enrichissement qui est significatif des globules rouges dans les ossicules par rapport aux fémurs de souris qui ne portaient pas d'ossicules. Puis après, on a regardé donc l'hématopoïèse globale, et je tiens à ajouter que du coup, on a la chance d'avoir accès à des prélèvements de moelle osseuse pédiatrique saine, ce qui nous permet vraiment de comparer ce qui se passe chez l'humain par rapport aux souris et au modèle d'ossicules que j'ai mis en place. Donc on n'avait pas vraiment d'avantage de prise de greffe, peu importe la condition, en termes de population hématopoïétique présente dans les organes que nous avons analysés. Par contre, si on va aller voir les populations plus matures, donc par exemple les cellules B, ce que nous pouvons noter, c'est que, en fait, il est connu que la NSG a un fort biais de différenciation lymphocytaire B, alors que normalement chez l'homme, en fait, la différenciation B est relativement minoritaire. Et c'est plutôt une différenciation myéloïde et T qui va avoir. Donc en fait, ce qu'on a observé, et ce qui était vraiment super avec ce modèle, c'est que les ossicules, en fait, se situent vraiment à l'intermédiaire en termes de développement de cellules B par rapport au modèle de NSG classique et par rapport à l'homme. Donc on a vraiment une différenciation B qui est intermédiaire dans nos ossicules. Et à l'inverse, on va contrebalancer, donc on a un meilleur développement des cellules myéloïdes dans nos ossicules par rapport au faible développement des myéloïdes qu'on peut avoir dans nos souris, et on tend à se rapprocher de l'hématopoïèse qu'on peut observer chez l'homme. D'un point de vue des cellules immatures, donc on n'a pas eu vraiment de différence dans le pourcentage des cellules CD34+ globales, et ce, peu importe la condition. Dans les populations immatures, progéniteurs et souches, on a une petite baisse par rapport à l'homme, mais bon, il est difficile des fois de calquer complètement l'homme. Et si on regarde au sein de cette population, la population vraiment immature qui contient les cellules souches hématopoïétiques,
Bah là, ce qui est vraiment super avec ce modèle, c'est que du coup, on a un enrichissement des cellules souches hématopoïétiques dans les ossicules par rapport à ce qu'on peut normalement observer dans la moelle des souris qui ne portent pas d'ossicules. Donc on a un enrichissement des HSC dans le modèle des ossicules. Donc, pour faire une petite conclusion intermédiaire, l'ossicule, donc permet une meilleure différenciation des cellules myéloïdes et érythroïdes, tout en baissant du coup la différenciation lymphocytaire B, le biais de NSG connu dans le monde entier. Et ce que je ne montre pas ici, mais que vous pouvez retrouver dans les subdata du papier, c'est que quand on analyse la moelle osseuse des souris qui portent les ossicules, on remarque que l'ossicule a un effet également sur la moelle osseuse des souris qui portent cet ossicule. Cet effet est intermédiaire et donc je l'ai montré dans les subdata du papier. Donc pour la question ensuite qui se posait, c'était: «OK, on a une hématopoïèse qui est meilleure, mais comment, ça va jouer, sur, nos populations et sur nos progéniteurs?» Donc on a fait les tests tout simplement que vous a présenté, Julien, donc des CSC, donc des CFU, des colony forming units, où à l'issue des 12 semaines de développement de l'hématopoïèse, on va récupérer nos cellules et on va les planter dans ce milieu semi-solide qui vous a présenté, à une raison de 1000 CD34+ par CFU en triplicata. Et après 14 jours, ce que vous a présenté Julien, on va pouvoir du coup compter le nombre de colonies et les caractériser en fonction de leur morphologie et leur couleur, etc. Donc malheureusement, je ne vous présente pas plus de résultats parce qu'en fait, nous, on n'a pas obtenu de différence qui soit significative, et ce, un peu importe la source des cellules, que ça soit en nombre absolu ou en termes de potentiel de différenciation. Le deuxième test qu'on a fait, qui est vraiment pour évaluer le potentiel souche de ce qui est issu de nos souris et de nos ossicules, c'est de regreffer du coup les cellules obtenues à partir des différents compartiments, donc des osselets, des ossicules ou des moelles osseuses, et de les retransplanter dans des souris NSG receveuses, donc des souris qu'on appelle pour faire une hépatopoïèse secondaire. Dans ce cas-là, on implante entre 300 et 500 000 équivalents CD34+ en intraveineux dans ces souris. On réattend 12 semaines et on euthanasie ces souris et on va aller observer quelle a été la prise de greffe dans ces souris. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, en fait, quand nous mettons des cellules qui sont issues des moelles osseuses qui ne portent pas, de souris qui ne portent pas d'ossicules, on a une prise secondaire qui est relativement faible, puisqu'on avait un taux de recovery d'à peu près 29% de nos souris. Cependant, quand on implantait les cellules qui provenaient de la moelle osseuse des souris qui portaient des ossicules ou des ossicules eux-mêmes, en fait, on avait une augmentation de la transplantation, donc une meilleure transplantation secondaire quand les cellules proviennent d'un ossicule ou de la moelle osseuse d'une souris qui porte un ossicule. Donc c'est pas significatif, mais ça tend à être significatif, ce qui montre quand même un résultat qui est très encourageant. Donc, en conclusion de cette deuxième partie, on a montré que l'ossicule avait une meilleure différenciation, mais également conservait un potentiel souche meilleur par rapport à la NSG classique. La question qui se posait après, c'est comment l'ossicule pouvait avoir un effet sur les cellules immatures et si également ils avaient un effet sur la clonalité de nos cellules. Donc pour évaluer la question de l'immaturité des cellules, nous avons collaboré avec Loé Friedrich et Olivier Cosmiller de l'Institut Cochin, qui ils nous ont effectué un single cell RNA-seq sur les populations CD34+, issues des différents compartiments de nos souris, donc soit la moelle osseuse de souris qui ne portait pas d'ossicules, ou soit les ossicules fœtaux ou postnataux. L'analyse a été faite par Chloé et elle a construit son UMAP avec le Human Cell Atlas qui a été publié en 2018 par Ray and Hall. Et ce qu'on a pu observer déjà, c'est qu'on retrouvait les proportions, même dans les cellules immatures, par rapport aux précurseurs B et myélo et immatures, dans le sens où on avait une diminution des précurseurs et des progéniteurs B dans les conditions des ossicules par rapport aux moelles normales des souris qui ne portaient pas d'ossicules, et à l'inverse, on avait une augmentation des progéniteurs et des précurseurs myéloïdes dans nos conditions, et une augmentation également des populations plutôt immatures et des HSC. Donc, on avait un impact sur la fréquence de nos progéniteurs, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de différences significatives en termes de différenciation ou dans les programmes d'auto-renouvellement. On a eu beaucoup de gènes mitochondriaux,
il y a eu un gène qui est ressorti, qui est lié au VEGF, qui aurait pu être intéressant puisque c'est lié du coup à la circulation sanguine et potentiellement l'adhésion avec les vaisseaux sanguins dans la moelle, mais ça n'a pas été plus concluant que ça. Donc, ce qu'on a conclu dans cette étude de single-cell RNA-seq, c'est qu'on avait plutôt un effet qualitatif que quantitatif des ossicules sur les cellules de l'hématopoïèse qui se forment dans ceux-ci. Donc maintenant, pour comprendre la clonalité, on a utilisé une technique qui est maîtrisée par Laïla Perrier de l'Institut Curie, qui est du barcode. Donc on va venir marquer nos cellules souches hématopoïétiques issues du sang de cordon avec un barcode qui est également identifié, qu'on peut tracer grâce à la GFP. Et après 12 semaines, on va pouvoir, on a trié les cellules B, les cellules myéloïdes et les progéniteurs CD34+. Donc afin que vous compreniez bien et que vous me suiviez bien, donc on peut introduire un barcode dans les cellules souches hématopoïétiques, et ce barcode a l'avantage qu'il va suivre tout au long de la vie les cellules au cours de leur différenciation, et on va pouvoir retrouver dans les compartiments matures ce barcode, et ce, si la cellule va dans un seul lignage, mais également si la cellule va dans 2 lignages, et même s'ils sont très différents. Donc on va avoir un barcode qui va identifier des cellules matures, mais on va pouvoir retracer la vie de ce barcode et dire qu'ils sont issus de la même cellule souche. Donc la première étape, c'est de vérifier qu'on a un seul barcode qui est inséré dans nos cellules, et on se base sur la loi de Poisson, où il faut moins de 30% de transduction pour être majoritairement transduit avec un seul barcode dans nos cellules. Donc nous étions bien à moins de 30%, ce qui nous a conforté. Et c'est Wen Jison, qui était le postdoc chez Laïla Perrier, qui nous a fait toutes les analyses qui vont suivre. Pour les souris qui ne portent pas d'ossicules, on peut voir que la plupart des clones que nous retrouverons ont un fort biais de différenciation myéloïde, ce qui est observé dans la littérature et ce que nous observons classiquement aussi dans le laboratoire et ce que je vous ai montré précédemment. Et si nous allons regarder les ossicules, principalement le postnatal, on voit qu'en fait la répartition des clones est beaucoup plus hétérogène et on a beaucoup plus de clones myéloïdes et moins de clones B, ce qui concorde avec les résultats précédents que je vous ai montrés en cytométrie. L'autre point qui est intéressant avec le barcoding, c'est qu'on peut regarder également la distribution au sein d'une même souris des clones. Donc là, je vous montre d'abord l'encadré bleu qui montre les clones qui sont partagés au sein d'une même souris. Et dans les deux conditions, que ce soit fétale ou postnatale, on remarque que nous avons beaucoup de clones qui sont partagés et qui sont de différentes lignées, que ce soit des cellules souches qui ont donné les 3 progéniteurs, donc que ce soit les B, les myélos et les CD34+, et qu'ils sont bien partagés entre les deux compartiments, que ce soit que l'ossicule ou que la moelle de la souris qui portait l'ossicule. À l'inverse aussi, on peut regarder uniquement dans les sites uniques de l'ossicule ou de la moelle osseuse, et on a remarqué qu'on a des différences et des clones qui sont uniques à chaque compartiment, et on avait surtout une différence significative où on avait beaucoup plus de clones qui étaient uniques dans les osselets issus de sources de MSC de postnatal par rapport aux moelles des souris qui portaient ces osselets. Donc, en conclusion de cette dernière partie que je vous ai présentée, c'est que les ossicules supportent une hématopoïèse qui est multiclonale et multilignée. Donc maintenant qu'on a établi un modèle qui est standardisé et qui confirme que l'hématopoïèse qu'on y forme dedans se rapproche de l'hématopoïèse humaine, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, dans le laboratoire, il y a Julien qui étudie spécifiquement les interactions entre le développement leucémique aigu lymphoblastique T et B avec les composants de la moelle, et il continue également ses travaux dont il a publié les résultats sur les interactions entre le développement des leucémies aiguës lymphoblastiques et les adipocytes. Un autre point qui est étudié dans le laboratoire et qui est l'idée par Rima Haddad est la modélisation de la transformation pédiatrique des BALL à travers l'utilisation des ossicules. Et pour rejoindre le premier point de Julien, il y a Stéphanie Gachet qui a repris nos travaux sur le développement des leucémies aiguës myéloïdes et taux de Gliese 2 par rapport à l'ossicule, en essayant de voir comment ça interagit avec le développement hématopoïétique, les environnements osseux et également comment l'ossicule peut modeler ça. Et on fait ça en collaboration avec Thomas Mercher à l'IGR.
Ce qui a été bien aussi durant tout ce travail, c'est qu'on a collaboré avec Olivier et Chloé qui nous ont fait le single cell RNA-seq qui nous l'ont réalisé, mais j'ai également transmis la technique des ossicules à Chloé qui a pu utiliser ce modèle pour comprendre le rôle du micro-environnement dans le syndrome myélodysplasique, qui est un autre type de leucémie plutôt adulte et âgé. Et on commence également, on collabore avec Isabelle Janouex, qui utilise le modèle pour comprendre les interactions du développement de neuroblastomes au sein de l'os et son interaction avec son écosystème ainsi que l'hématopoïèse. Et on collabore également avec Antonin Marchais de l'IGR pour étudier ces mêmes interactions avec l'hématopoïèse et le micro-environnement, mais d'un point de vue des ostéosarcomes. Donc on a un outil maintenant qui est relativement malléable et qu'on peut utiliser pour vraiment pas mal de pathologies différentes et je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent encore se développer. Donc je voudrais déjà remercier l'EFC3Herbes qui nous avait soutenus pour ce projet, Marc de nous avoir invités avec Julien à vous faire cette présentation et bien sûr je tiens à remercier Françoise, Julien d'avoir participé et soutenu pour ce projet. Julien qui vous a fait une excellente introduction sur tous les modèles qui existent in vitro, donc l'ensemble des membres du laboratoire, tous nos collaborateurs, les plateformes et ainsi tous nos financeurs et tous les instituts qui nous soutiennent. Et puis à vous pour votre attention et les questions sont ouvertes. Merci à vous.